Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Adama Koulibaly, enseignant, Louis Kemayou, journaliste, Kerwin Maïzo, analyste politique. Tout de suite, le grand temps. Mobilisation sous haute surveillance policière dimanche à Niamey contre la loi de finances 2018 alors que celle de 2019 pointe à l'horizon. Il s'agit de la première manifestation de la société civile depuis la libération des principaux meneurs de la fronde. Des milliers de manifestants étaient donc dans les rues de la capitale. Ils ont marché jusqu'à la grande place de l'Assemblée nationale contre les dispositions de cette loi accusée de privilégier les plus riches. Reportage Sadou Alizé Mouktar. Reprise des manifestations contre la loi de finances 2018 au Niger après une série d'interdictions des autorités. Les leaders de la société civile, Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, ont renoué avec les activités des journées d'action citoyenne ce dimanche 9 septembre, un mois après leur libération. Je pense que les Nigériens vont continuer à se mobiliser. Ils ne vont pas se laisser détruire. Ils ne vont pas laisser le gouvernement là détruire, liquider, vendre le pays. Donc les gens vont se mobiliser et ils ne donneront un choix au gouvernement. Ou ils revoient toutes ces copies, ou alors s'ils ne revoient pas ces copies, ils dégagent. Les manifestants dénoncent un pillage des ressources naturelles, la malgouvernance, l'injustice ou encore l'impunité et réaffirment leur détermination à poursuivre le combat démocratique. Organisée en simultané dans toutes les régions du pays, cette manifestation a été marquée par la présence des centrales syndicales et de certaines formations politiques. Nous avons dit que c'est un engagement aux côtés de toutes les luttes citoyennes qui se passent dans ce pays. Il y a une dynamique menée par la société civile et qui porte des revendications pertinentes et légitimes du peuple nigérien. Le Front patriotique a décidé de s'impliquer et de participer à l'amplification du mouvement. Le pays va mal, c'est aux citoyens de se réveiller pour faire en sorte que cela s'arrête. Après ce meeting de ce 9 septembre, le cadre de concertation et d'action de la société civile appelle à une nouvelle manifestation contre la loi de finances le 23 septembre 2018. Alors, est-ce que la reprise de ces manifestations, de cette mobilisation-là ce dimanche dans les rues de Niamey donne finalement tort au président de la République qui disait, en tout cas qui répète depuis de nombreux mois que cette loi répond aux aspirations des Nigériens et que finalement la fronde n'émane que d'une minorité? Peut-être, en parlant comme ça, pense-t-il, c'est ça qui correspond au Niger, à la situation actuelle du Niger. Puisque bon, là, il y a quand même, là, à travers ces images, la manifestation d'un dynamisme de la vie politique et sociale au Niger. On a donc des syndicats, des citoyens, des partis politiques, des militants politiques qui descendent marcher dans la rue. Et il est heureux de constater que cette fois-ci, c'était une manifestation autorisée qui s'est passée correctement. Je pense qu'il faut que de plus en plus, on permette aux citoyens, qu'ils soient syndiqués, qu'ils soient politisés ou pas, qu'ils puissent manifester leur point de vue, qu'ils puissent s'exprimer et que le pouvoir en face puisse prendre ça en compte. Évidemment, le pouvoir a ses exigences et puis ses impératifs qui lui sont parfois dictés par des circonstances internes et des circonstances aussi qui sont imposées par les partenaires extérieurs et qui ne correspondent pas toujours forcément à ce que attendent les populations. Et je pense que là, ce que je retiens, c'est qu'on voit là donc un dynamisme de la vie politique et sociale au Niger, et ça, c'est très heureux. Il faut que cela continue comme ça, que les Africains puissent continuer à exercer ce que la démocratie leur permet de faire, et ça nous permettra d'avancer et d'écarter la violence. Parce que si ça se passe comme ça, c'est mieux. D'autant plus que le Niger aussi, comme on le disait tout à l'heure, est confronté à cette question aussi du terrorisme. Et les manifestants aussi parlent aussi de certaines forces extérieures, de la présence de certaines armées étrangères. Donc le problème va au-delà des questions sociales. C'est une loi de finances qui d'après les manifestants, fait la part belle aux entreprises étrangères, tandis qu'eux ne voient pas ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Il n'y a pas d'amélioration
Et donc, de ce point de vue-là, il est évident que certainement le pouvoir en place, soit n'a pas suffisamment communiqué, soit c'est les manifestants qui ont raison. Et ça suppose donc qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Et ça commence comme ça. Si les manifestations sont autorisées, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une bonne disposition pour que les gens puissent s'exprimer. Et ça peut aboutir à des dialogues. Peut-être il faut espérer que ça aboutira aussi à la prise en compte de certaines revendications, parce que ce qui est important dans tous les cas, c'est que les Nigériens puissent sentir qu'ils sont chez eux et qu'ils peuvent vivre libres et puis puissent se soigner et manger à leur faim. Alors, c'est important. Est-ce qu'un dialogue est possible, là, un an après le début de la mobilisation contre cette loi de finances, et alors que l'autre est en cours d'élaboration? Caroline Maïzo. Je pense que le dialogue est possible, mais malheureusement, nous sommes en face d'un dialogue des sourds. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a eu des directives de l'UMOA dont le Niger est le premier pays qui les expérimente. Et si l'on regarde ces directives, le Niger a mis en place un budget programme, c'est-à-dire un budget pluriannuel. Et lorsqu'on regarde les budgets du Niger, d'un côté, exonération fiscale pour les entreprises minières, les entreprises de télécommunications, les marketeurs des hydrocarbures, et de l'autre côté, ça fait à peu près 215 milliards de francs CFA, des cadeaux fiscaux. Et de l'autre côté, il faut taxer les petits marchés et tout ça. Bon, le ministre des Finances dit que c'est 59% du PIB du Niger. Il faut que ces secteurs soient taxés. Ok, d'accord, mais s'il faut taxer ces secteurs, on ne comprend pas pourquoi on doit faire des cadeaux fiscaux juste après que les négociations de 2014, notamment vis-à-vis d'Areva, qui s'appelle maintenant, je crois, Orona, quelque chose comme ça, a échoué. Donc, de ces côtés-là, déjà, le gouvernement a tout faux de faire un cadeau d'un côté et de pénaliser le plus pauvre. Mais la deuxième des choses, c'est au niveau de la gouvernance. Les gouvernements n'améliorent pas la gouvernance. Le Niger, comme beaucoup de pays africains, brille par des contrats de marché public passés de gré à gré. Il y a beaucoup de corruption. Donc, on ne lutte pas contre ce phénomène-là, mais on veut juste, récupérer ou augmenter l'assiette budgétaire par la taxation, ce qui n'est pas normal. Donc, s'il faut négocier, il faut que le gouvernement soit conscient où se situe le problème, là où il y a mésentente, qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il négocie et avec l'opposition et avec la société civile pour trouver un terrain d'entente. Mais sans bonne gouvernance, on n'ira pas de l'avant. Moi, je crois qu'il y a un vice de forme très important et qui est même la base de toutes ces difficultés, c'est que les économies de nos pays africains sont très extraverties, notamment dans la zone CFA. Et les réformes qui ont été prônées, je reviens au consensus de Washington à chaque fois parce que c'est quand même un élément très structurant de ce que sont devenues nos économies entre les années 1980 et aujourd'hui. C'est avec ce consensus de Washington qu'on a expliqué aux États qu'ils devaient se désengager de la plupart des secteurs de la vie publique pour permettre au secteur privé de prendre le relais. Et quand le privé vient, il ne fait pas de philanthropie. Il n'est pas là pour essuyer les larmes de la veuve et de l'orphelin. Il est là pour gagner de l'argent. Que vous en ayez ou pas, ce n'est pas sa préoccupation. Et l'autre volet de ces réformes, c'est qu'on a demandé également aux États d'abaisser toutes les barrières douanières afin de permettre à l'investissement étranger, l'investissement direct étranger, d'arriver massivement. Tout cela a été fait. Malheureusement, les investissements n'ont pas suivi. Et quand bien même ils suivent, ils n'apportent pas un mieux-être social aux gens. Et ce que je salue en regardant ces manifestations au niveau du Niger, c'est qu'il y a quand même cette possibilité pour les populations d'exprimer leur exaspération. Et c'est déjà tant mieux, parce que ça permet de se dire que quelque part, il y a une oreille attentive qui pourra éventuellement écouter et éventuellement tenir compte des différentes mises en garde qu'on lui envoie et tenir compte également des propositions qui lui seront faites. Donc, de ce point de vue, je suis plutôt optimiste au regard de la manière dont la situation évolue, mais on part de tellement bas que ça va être très difficile de remonter la pente et obtenir une satisfaction de la part des manifestants, mais il faut commencer quelque part. Mais le président nigérien peut-être est en train d'espérer, parce qu'il avait organisé une table ronde à Paris, où on lui avait fait une promesse de don de plusieurs milliards de dollars, mais généralement, entre les promesses et la réalisation, il y a toujours un grand hiatus. Je pense sur le plan économique, il pense peut-être que cette somme-là sera débloquée et qu'il puisse... Non, mais c'est pire que ça, parce que
que nous avons des économies aujourd'hui dans lesquelles on parle du secteur formel et secteur informel. Mais la réalité, c'est que le secteur formel représente si peu qu'on est obligé de surtaxer les gens et de les aider si peu pour qu'ils réussissent que dès qu'on met une taxe, on donne l'impression d'avoir asphyxié tout le monde. Et le vrai problème, il est là. C'est qu'il faut de moins en moins taxer, mais quelles sont les recettes sur lesquelles l'État a la capacité d'obtenir de l'argent, si ce n'est les taxes? Et ces taxes-là, vous ne pouvez pas les appliquer aux grandes entreprises qui ont les moyens de payer, mais vous les appliquez à des gens qui n'en ont pas les moyens et qui doivent en plus s'étrangler pour permettre à l'État. C'est un cercle vicieux duquel on ne sort jamais. Et le comble de l'histoire, c'est que l'État nigérien a donné l'impression de capituler. Parce qu'en 2014, la population se disait, ça y est, on va l'avoir. C'était vraiment presque cela. Et dans la foulée, l'ancien opposant, je crois, Amma Amadou, je crois, qui était vraiment vent debout pour taxer les multinationales, s'est retrouvé dehors. Hein. Bon, il y avait une histoire de maternité simulée et tout ça, mais bon... L'agenda, la façon dont l'affaire est arrivée, on voit bien qu'on s'est servi peut-être d'une infraction pénale réelle pour régler des comptes politiques. Et maintenant que lui, il est parti, brusquement, le président qui fait un cadeau fiscal, mais quand même énorme, et dans la foulée, il taxe aussi les petits commerçants. C'est une injustice qui amène les gens aujourd'hui dans la rue. Je reste persuadé qu'il y a ou une vraie supercherie la part de foi, ou alors un vrai problème de communication. Parce que ça me semble totalement impensable qu'on puisse faire de tels cadeaux à des multinationales sans contrepartie réelle pour l'économie et taxer des gens qui triment vraiment, au sens propre du terme, au quotidien pour pouvoir survivre et qui sont des nationaux. Donc là, ça poserait un réel problème. Et moi, je me demande si le gouvernement n'a pas peut-être dévoilé tout ce qui se trame derrière, quelles sont les promesses, quelles sont les contreparties qui ont été exigées auprès de ces multinationales, parce que souvent, parlant d'extraversion de nos économies, mais il y a que, au-delà de ça, nous pensons que nous devons faire ce que les autres ont fait, ce qu'ils ont réussi pour notamment les pays occidentaux, alors que nous ne regardons pas suffisamment ce que nous sommes capables de faire de manière endogène pour pouvoir nous en sortir. Parce que justement, c'est dans la zone CFA souvent qu'on remarque justement les effets pervers justement de cette extraversion de notre économie. Et dans cette zone justement, nous aimons imiter, nous pensons que c'est ce qui se passe à Paris. Parce que ça a été le cas aussi pour le Burkina, à qui il a été proposé des milliards d'euros. J'étais dans la réunion, bien sûr. C'était à l'hôtel Méridien. Mais ça, c'est souvent du leurre. C'est du leurre si on ne s'appuie pas sur nos réalités internes pour pouvoir dégager des solutions qui permettent de rassurer les populations. Au-delà de les rassurer, c'est leur permettre aussi de vivre de leurs activités. Et maintenant, on ne peut pas rejeter les multinationales autres pour peu que les dispositions qui soient prises garantissent quand même que le pays aussi est gagnant. Il faut qu'il y ait une relation où les multinationales font affaire, parce qu'elles ne viennent pas ici comme les ONG, mais elles viennent là pour faire des profits, et des profits immenses. Parce qu'elles sont intéressées par les ressources, nos ressources, les matières premières, qui sont de véritables richesses, il faut qu'on se le dise. Mais si elles veulent exploiter ces richesses, il faut qu'en contrepartie, nos pays gagnent. En ce qui concerne le Niger, donc j'ai du mal à croire que ce gouvernement-là ait pu faire une telle erreur. Et il faudrait peut-être que le gouvernement explique ce qu'il y a derrière, quelle est la contrepartie, et rassurer la population, parce qu'il y a des combats encore qui sont très urgents aussi. C'est la lutte contre le terrorisme, parce que ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est surtout la lutte contre la pauvreté, parce que c'est le parent pauvre de tout ce combat. On a l'impression des fois qu'on peut échanger la lutte contre la pauvreté avec la lutte contre le terrorisme. Non, on est obligé de faire les deux en même temps. La pauvreté, c'est les carburants du terrorisme, en quelque sorte. Surtout, ça fait le lit du terrorisme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'erreur fondamentale qui est commise, c'est de donner l'impression aux Africains que vous devez investir massivement dans l'achat des armes, vous devez à tout prix avoir un volet militaire très fort pour rassurer les populations et rassurer les investisseurs. Mais il faut d'abord que ces populations puissent vivre. Si elles meurent, on travaille pour qui? Si elles disparaissent de la carte, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est l'erreur fondamentale que la plupart des politiques ne prennent pas en compte. Et ça,
rayer autant de monde de la carte juste pour faire plaisir à des ONG qui n'ont pas de conscience sociale, qui n'ont pas de fibre philanthropique, je pense que c'est au minimum une erreur stratégique, au pire de la corruption acceptée et assumée. Alors, ce dimanche, lors de cette manifestation, la société civile a bénéficié d'un soutien de taille, hein, celui du MPN, pardonnez-moi, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou. Est-ce qu'on est en train d'assister à un renforcement de la mobilisation? On sait qu'en mars, des membres, des leaders de la Fronde ont été arrêtés. Ils ont ensuite été libérés au mois de juillet. Là, le mouvement est en train de reprendre, peut-être se renforcer, Kerwin Maïzo? Oui, je pense que le mouvement est en train de se renforcer parce qu'il ne manquait plus que ça. Parce qu'avant, ça apparaissait comme un mouvement des citoyens. Maintenant, il y a un volet politique. Bon, la seule chose que je peux déplorer, c'est qu'on n'entend pas beaucoup les écologistes. Parce que là où on exploite l'uranium, c'est une vraie catastrophe écologique. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais pour les cas du Niger, c'est quand même assez grave. Donc je pense qu'il peut y avoir un très bon front entre la société civile en général, les partis politiques, et tous ceux qui sont dans le domaine de l'écologie pour faire reculer tant soit peu le gouvernement. Bon, il y a des élections à venir. Je sais qu'on peut dire que c'est de l'opportunisme. Mais quand on écoute certains politiciens nigériens, ce n'est pas que de l'opportunisme, mais ils ont pris plutôt à bras le corps un besoin réel de la population et ils l'ont tout simplement amplifié. Alors, M. Koulibaly, est-ce que le gouvernement a oui ou non intérêt à camper sur son positionnement actuel? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'explication crédible de la part du gouvernement, et pas seulement des explications, mais qu'il apporte la preuve que les Nigériens seront gagnants dans ces transactions avec les multinationales. Donc je crois que ce mouvement va se renforcer si le gouvernement ne change pas d'attitude. On l'a vu dans beaucoup d'autres pays où le gouvernement avaient campé sur la position. Et un des plus récents, c'est quand même au Burkina, où il y a eu quand même une conjonction des forces de la société civile et du mouvement politique, des partis politiques. Et quand la société, le pays connaît des moments difficiles, des périodes critiques, il est important qu'il y ait une conjonction des forces sociales et des forces politiques pour pouvoir faire avancer les choses. Et je pense qu'on risque d'assister à cela s'il n'y a pas une réaction appropriée de la part du gouvernement. Mais malheureusement, pour le moment, le propos du ministre des Finances semblait donner l'impression de quelqu'un qui s'entête et qui est sûr de son bon droit et qui estime que sa réforme est juste parce qu'il a tout simplement balancé des chiffres du genre, ben voilà, ces secteurs, c'est 59% du PIB, on doit les taxer, on les taxera. Ce n'est pas pour des raisons politiques. La façon de parler avec témérité peut irriter l'opposition et la société civile et amener à des manifestations. Heureusement que pour le moment, ce n'est pas encore violent. Et personne ne souhaite que ça devienne violent de part et d'autre dans le futur. Non, mais j'espère surtout que le débat redeviendra parlementaire, parce qu'au-delà de la rue, il y a quand même le Parlement qui a le dernier mot là-dessus, et j'espère qu'il donnera toute l'importance et toute la solennité à un débat de ce type qui est quand même un débat national de grande importance et que après les partenaires sociaux seront suffisamment associés à la discussion pour que l'on en sorte par le haut. Mais sur le plan parlementaire, beaucoup de parlementaires sont prudents vu que ce qui est arrivé à l'ancien Premier ministre, parce que déjà au Parlement, lui et son parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient vent debout pour taxé mais à tout prix Areva, ben, on a vu ce qui lui est arrivé. Je pense que des débats publics télévisés, certains parlementaires qui adorent avoir leur visa pour venir faire des courses à Paris ne vont pas imprudemment aller défendre ces projets de loi au Parlement. Merci beaucoup risque d'irriter. à tous les trois. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.